Tony Romera, salut. Salut, tu vas bien? Ouais, merci de répondre à l'invitation. Merci d'être dans la boule à facettes. Avec grand plaisir, merci de me recevoir. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. Ça fait plaisir. On est dans les premiers épisodes, les premiers enregistrements. Merci de répondre présent. La boule à facettes, c'est un objet mythique de la nuit du spectacle, mais c'est aussi plein de facettes et plein de gens à découvrir dans cette émission. Merci d'avoir répondu présent. Tu fais partie des DJ, producteurs, même fondateurs de labels qu'on suit beaucoup. Tu fais partie de la génération qui a grandi avec de la bidouille, des ordi, Internet, les réseaux sociaux. Les forums. Les forums. Tu fais partie des gens qui sont beaucoup auto-formés sur plein de choses. T'as grandi avec les Daft Punk aussi. Ouais, complètement. J'ai tout de suite envie de te poser une question dans le vif du sujet avant qu'on retrace toute la vie de Tony Romera. Qu'est-ce qui reste du Tony Romera qui avait 17 ans aujourd'hui? Oh bah toujours, je pense, l'envie et la passion, surtout. Surtout la passion. Je pense que je suis encore un grand gamin et je m'éclate toujours autant. J'ai pas dit, mais on s'est pas habillé en rouge exprès. Non, c'est pas fait exprès. Vraiment, c'est pas concerté. À l'image, ça doit flasher. Un petit peu. Ça ravive les couleurs. On va parler de tes débuts. Tu viens de la région lyonnaise? Ouais. Je suis dans l'Est lyonnais. Donc, je crois que t'es pas très loin. Non, oui, exactement. Et ouais, je suis là depuis toujours. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais voulu habiter ailleurs. Franchement, on est bien en France. La bouffe est bonne. Le cadre est cool. Encore plus à Lyon? Non, ouais, bien sûr. La capitale. Est-ce que tu connais ce truc dans le spectacle que le public lyonnais serait le public le plus dur de France? C'est que les gens viennent tester leur spectacle à Lyon. Est-ce que tu connais ça? J'ai entendu parler de ça, mais alors je vois pas comment, je vois pas pourquoi. Parce qu'en vrai, quand j'y joue, c'est vraiment... chaque fois, c'est la guerre et je m'éclate. Est-ce que c'est parce que c'est ma ville et que j'ai mes proches et que c'est les toute proches la famille qui foutent le merdier? C'est peut-être pour ça, mais... Comment t'es tombé dans la musique, toi? Waouh, c'est une longue histoire. Je pense que déjà, mes parents écoutaient beaucoup de musique quand j'étais gamin. Ils écoutaient beaucoup de dance. Je me rappelle des albums, ils avaient des compiles genre Dance 94, des titres qui te reviennent, ouais. Oh bah tous les Show Me Love, les trucs comme ça. Après il y a plein de tracks super dance. J'ai plus les titres comme ça là, mais j'ai des playlists encore où je les ai et je les réécoute. Mais ouais, ils avaient ces compiles Dance 94 ou la plus grande discothèque du monde. Je sais pas si tu te rappelles de ces trucs là avec des bodybuilders dessus. Je me rappelle de ces trucs. Et il y avait des super sons. Et des mecs qui dansaient sur des platines, non? Ouais, il devait y avoir un truc, mais je crois que c'est Skyrock qui devait faire ses compiles, et c'était ultra cool. Il y avait de la dance et tout. Et puis après, j'ai connu, quand j'ai commencé à grandir un petit peu, il y a un pote qui m'a fait découvrir Daft Punk. Justement, t'en parlais, quand je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. C'est à l'époque de Homework. Et du coup, j'ai découvert ça et ça m'a changé. Ouais, c'est l'album Homework qui t'a... Ouais, grave. Homework et puis 97, Discovery derrière. Ouais, 97, Homework et Discovery 2001. Et l'enchaînement, je me le suis pris complet. Après, même si j'écoutais pas que ça à l'époque, parce que j'ai eu des périodes reggae, j'ai eu des grosses périodes rap français et tout. Mais ouais, je me suis toujours grave intéressé à la musique. J'ai commencé après la guitare à 14 ans. Et puis à partir de là, mes potes ont commencé à me parler des logiciels de production, etc. Puis après, c'est parti en couille. Donc ouais, il y a l'entourage familial, il y a les potes. Ouais. Tu joues de la guitare, donc t'es déjà dans la musique. Ouais. Tu commences par... c'est une question qu'on peut poser à plein de DJ. Tu commences par produire ou tu commences par jouer de la musique? Et j'ai joué de la musique, guitare et tout. Bon, j'étais pas non plus un grand guitariste, tu vois. Je bidouillais, je grattais un petit peu, je chantais un petit peu en même temps, j'essayais d'écrire des textes et tout. Puis après, j'ai essayé de compiler les instruments les uns avec les autres. Je savais faire de la guitare, je savais faire quoi d'autre? De la flûte à bec. Donc j'ai essayé au début de faire flûte, guitare, c'était pas incroyable. C'était pas fou. Et après, du coup, non, j'ai commencé à produire donc sur FL Studio. Ouais, j'avais 17 ans ou un truc comme ça. Et en même temps, Nicolas Monnier, qui est aussi de la région et qui était de vers chez moi, a commencé à m'apprendre aussi à mixer en même temps. Donc en vrai, j'ai fait les deux. Et un peu en même temps, j'ai appris les deux en même temps. J'ai vu que tu avais commencé à bidouiller avec ton pote Kild. Aussi, ouais, on a commencé. Il est arrivé à juste un. Non, quoique non, on a commencé ensemble à bidouiller effectivement là-dessus. Et après, sur le mix, peut-être il s'est formé un peu
un peu après. Donc tu produis sur des logiciels avant de jouer Non, en vrai, j'ai commencé les deux en même temps. J'ai commencé les deux en même temps. Après, j'ai passé plus de temps sur la prod que sur le mix. Ouais. Mais après, j'ai fait mes armes dans plein de clubs de Lyon, des petits clubs et tout, avec Nicolas Monnier, justement, beaucoup. Il m'emmenait avec lui sur des dates et puis je jouais avec lui. Puis après, j'ai eu mes propres dates et tout. Vous restez en contact avec Grave, ouais. on se parle souvent. Ouais. Lui, je vois que ça tourne bien pour lui aussi. Ouais. Donc c'est cool. C'est vrai que tu étais dans la même classe que Kild? Ouais, en seconde. On était en seconde à Bron, à JPS. Et on était dans la même classe et du coup, on se faisait tout le temps écouter des trucs. À l'époque, on écoutait les podcasts de Sébastien Bennett tous les matins dans le bus. Sébastien Bennett. House from Ibiza. Ouais. Et c'était ouf. On écoutait, on était chacun avec un écouteur dans le bus. On disait, oh, c'est quoi ce ID de ouf et tout. Moi, je courais en écoutant Seb. Ouais, de toute façon, je me rappelle qu'à l'époque, on se voyait sur ces soirées souvent, je crois. Oui, bien sûr. Donc, on était ultra fans. Ouais. C'était incroyable. Grave. Et du coup, on a poncé ces podcasts. On écoutait dès qu'il y avait un nouvel épisode. Tu pouvais être sûr qu'on était tous les deux dans le bus avec l'écouteur. Et puis Joachim Garraud aussi à l'époque qui sortait souvent des avec le forum de Joachim, avec les The Mix. Sur le forum de Joachim, on a connu tellement de monde. À l'époque, les Tristan Garner, Klausman, Arnaud Coste et tout. Et puis aussi Damien Hendrix. Moi, je l'ai connu là-dessus. On est restés potes depuis le forum de Garraud. On est encore super potes. Et il y a plein de gens qu'on a connus là-bas. Ouais, c'était cool. À quel moment tu vois que tout ça, ça peut dépasser ta chambre d'ado? Franchement, je me rappelle même plus à quel moment ça a switché. En fait, j'étais en cours jusqu'à mes 19 ans, on va dire, j'étais en cours encore. Et du coup, j'essayais de bosser la nuit sur les trucs et tout, sur des morceaux. Donc j'arrivais, je dormais en cours. Enfin, j'étais déjà bien la tête dedans, mais je me rendais pas compte que ça pouvait vraiment péter. Et puis à un moment, j'ai voulu rentrer à l'UCPA à Lyon. Ouais. Et au final, à côté, il y a plein de tracks qui ont été joués par des gros artistes, donc Chucky à Tomorrowland et tout. Et à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, est-ce que vous me permettez de prendre une petite année où je bosse complètement sur le son et où je vais plus en cours, ou pas de taf, etc. Ils m'ont laissé 1 an et en vrai, en 1 an, ça a fait un beau chemin. Et du coup, après, je suis arrivé à enclencher et à en vivre assez rapidement. C'est quoi les morceaux dont tu te souviens, là, les premières productions que tu vois se réaliser par des DJ ou par toi, enfin, où tu vois que les gens bougent et que ça fonctionne, quoi. J'ai bossé sur énormément de sons, j'en ai sorti beaucoup avec le label 1744 Records à l'époque, j'en ai sorti plein et tout. J'avais même fait un album, tu vois, en 2011, et je crois que c'est en 2012 où vraiment il y a eu le switch. J'ai fait un remix de Chucky à l'époque, Chucky et je sais plus qui. C'était quoi? Breaking Up, et il a été joué par Chucky sur la main stage de Tomorrowland. Il a été joué par plein de monde, c'est passé sur les radios et tout. Et à ce moment-là, ça a commencé à bien prendre. Et puis j'ai commencé à tourner un peu à ce moment-là. J'ai enchaîné avec Pandore, que j'avais signé chez Nicky Romero, genre pas longtemps après. Ouais. Et du coup, là, ça a Pandore, qui était une marque d'alcool, peut-être? Oui, effectivement. Avec une tête de mort. Oui, effectivement. Et je crois qu'on en a déjà bu ensemble, probablement. Tout à fait. C'était une boisson pour parler avec l'au-delà. Voilà, exactement. Maintenant, je me suis pris 2-3 quintes avec. Je pense que j'ai perdu 2-3 neurones. On va pas se le cacher. Justement, en 2012, il y a un truc qui est, avec du recul, qui est énorme et peut-être décisif aussi. C'est que Only4DJ, pardon, j'allais dire DJ, Only4DJ te repère et te présente comme un espoir français. C'est vrai, à l'époque, ça avait bien poussé. C'est vrai qu'ils avaient. Il y a une espèce de validation du métier. Et puis après, du coup, ça a switché sur DJ Mag. Ouais. Et DJ Mag, pareil, m'ont toujours soutenu et m'ont grave poussé. Donc, ils ont toujours été d'un grand soutien. C'était Ludovic Rambaud. Ludovic Rambaud, j'aimerais bien le recevoir un jour. Moi, je le connais bien en plus. Il a une culture, il a un truc. Son histoire est incroyable. On se croise souvent quand on va à l'ADE ou quoi. Souvent, on est dans le même avion pour revenir à Lyon. Et on a des discussions. Il est trop intéressant, Ludovic. Franchement, ça pourrait être un super invité. Moi, quand j'étais jeune DJ, j'adorais lire les articles de Ludo. Pareil. Et je ne comprenais pas comment il faisait pour écrire tout ça. Ouais, c'est une dinguerie. La masse de travail. C'était puis il n'y avait pas d'IA à l'époque. Non, il n'y avait personne pour aider. Il n'y avait pas de corbeau ni d'IA. Non. Il faisait tout lui, je lui ai déjà demandé. Hein. Ouais, carrément. Il gère des artistes maintenant. Ouais, je crois qu'il gère un artiste qui est de Roanne. Merde, j'ai plus son nom là, comme ça. Mais ouais, il gère des artistes et puis après, il bosse aussi en consulting et tout, je crois. Rapidement, la scène française, c'est Mercer, ouais. Mala, Snake. Chami. Ouais.
Il y en a tellement. On a des super bons artistes. On a aussi un peu plus dans mon délire actuel. Il y a des Mandamore. Comment tu te Cyrus positionnes Wood. quand ce groupe de Français commence à se former? Comment tu te positionnes, toi? Il me semble que tu te positionnes avec eux, justement. Ouais, complètement. En fait, Snake, on s'est connus en 2012-2013. Il jouait un track. 2013. Oh, si tu sais mieux que moi. 2013. 2013. J'ai reçu un email de William me disant qu'il adorait mon nouveau morceau que Mercer lui avait fait écouter. C'est ça. Et c'était le track s'appelait Damn Cold. Ouais. Et il avait commencé à le jouer sur ses tournées en Australie. T'étais en contact avec Mercer ou... Ouais. Mercer, on s'était rencontrés. En fait, j'avais fait une collab avec Klossman à Paris, dans leur studio à Boulogne, là. C'était studio de... Clairement. Non, c'était pas cela, mais c'était du coup, il y avait Klossman, en face t'avais DJ Snake, Chami et tout qui bossaient ensemble. Tout le monde bossait au même endroit en fait, et du coup c'est comme ça qu'on a fait la connexion avec Mercer. On s'envoyait du son et tout. Ouais. Et puis je lui ai envoyé un son qu'il a kiffé, il l'a fait écouter à Snake, et Snake a commencé à le supporter et tout. Et Snake, c'était avant qu'il explose complètement avec Turn Down For What. Et donc, on s'est parlé à ce moment-là. Et lui, il me disait, putain, il y a un truc de... il y a un truc de ouf qui est en train de m'arriver. C'est en train de prendre de ouf. C'est au moment où Michelle Obama, elle a dansé sur son son. Il y avait plein de trucs. Oui, t'as vécu J'ai la vécu l'ascension de Snake un peu comme ça, et en parlant de temps en temps. Et puis après, il m'a grave poussé. Donc, lui et même toute l'équipe. Parce qu'après, il m'a fait signer chez Chami sur le label Confession. Et puis après, je suis rentré en contact avec tout le monde. Ils ont tous joué mes sons. Et puis voilà, après, j'ai fait collab avec Chami, collab avec Mala. Snake, on a bossé sur des sons ensemble. Rien qui est vraiment sorti. Mais on avait bossé aussi sur des sons ensemble. Mercer, du coup, on a ressorti même une collab récemment. Enfin voilà, toute l'équipe, c'est vraiment des copains. Et je les kiffe. Et ils m'ont beaucoup aidé. On a l'impression un peu d'une French Touch 2.0. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Je pense que c'est une belle équipe, quoi. Et il y en a tellement d'autres. Oui, mais là, il y a une team. Et ça fait longtemps que vous bossez tous ensemble. Ouais. On a bossé pas mal ensemble depuis 2015. C'est vachement bien et vertueux en plus. Donc, grave. Moi, quand je t'ai vu faire de la collab avec Snake, j'ai fait waouh, là, ça y est, c'est passé dans la 4e dimension. Ouais, c'est cool. Je suis content. Qu'est-ce que, du coup, on parle de Snake parce que c'est le plus en vue, mais pour toi, c'est quoi cette relation exactement? C'est une relation un peu mentor avec lui ou pas? C'est vrai, c'est un peu le frérot. Il m'a toujours grave poussé. Il m'a toujours mis, tu vois, il m'a fait jouer, il m'a fait faire des openings de soirées à lui. Il m'a fait jouer avec Jojo, mon acolyte de Bellecour. On a fait le Parc des Princes. On a fait l'ouverture pour lui au Parc des Princes. Ouais, d'ailleurs, Toto et Jojo, avec des casquettes ventilo et des maillots de foot. Petit maillot de foot. On est rentré en pas chassé. Il n'y en a pas un qui a moufté là-bas dedans. Ils nous ont regardés, ils se sont trompés. Mais j'ai re-regardé les photos en préparant l'émission. Alors, première question, pourquoi vous y allez sous le nom Bellecour, du coup? C'est Snake qui nous a grave poussé sur Bellecour. Il adorait le projet. Il adorait le fait que ce soit vraiment nature, tu vois. Bellecour, pour ceux qui connaissent pas, c'est une place lyonnaise. C'est en référence à la place de Lyon que vous l'avez. Bien sûr. Et du coup, c'était un groupe à deux avec Kild, avec les casquettes à hélice. En fait, on faisait les débiles, quoi. On s'amusait, mais parce qu'on a toujours été un peu débilos, et juste on était au naturel, quoi. Le stade était plein? Ouais, il y avait 63 000 personnes. Ouais. C'était zinzin. Ouais. Et 63 000 dans un stade, est-ce que par rapport à un gros festival, tu sens plus d'énergie? C'est quoi la différence? C'est différent. Après, t'es dans un truc où vraiment les gens ils t'entourent. En fait, tu lèves la tête et tu vois du monde tout autour de toi, parce qu'en plus, là, c'était une scène centrale. Ouais, et en plus, on te voyait pas de l'autre côté parce que vous étiez occupé de la scène. Ouais, malheureusement, il y a des gens qui nous ont pas vus. Et il y avait des écrans pour des rappels, non? Je crois qu'il y avait des petits écrans dans les angles, mais moi, ma famille, du coup, était de l'autre côté. Ils étaient dégoûtés de pas tout pouvoir voir. Ah, mince. Donc, mais non, mais c'était incroyable, franchement. Donc, tu amènes tout le temps ta famille en show? Non, pas tout le temps, mais ils aiment bien venir, surtout sur des gros shows comme ça. S'ils peuvent venir, ils viennent. Et là, il y avait mes petits frères, mes parents. C'était une consécration. Des amis. Ouais, c'était fou. Parc des Princes. Ouais. Avant ça, en plus, c'est au moment où les concerts au Parc des Princes reprenaient. Ouais. Ça a été un des premiers à reprendre ça. Et avant ça, c'était Johnny, Michael Jackson. Donc, on est d'accord. Si tu veux voir Toto et Jojo arriver là-bas dedans. C'était le premier DJ au Parc des Princes? Je crois, ouais. Il me semble. Et c'était son premier show aussi sur lequel tu as joué, là-bas? Non, j'ai fait pas mal d'autres shows avec lui avant. Au Parc des Princes? Au Parc des Princes, ouais. C'est sa première édition?
Ouais, mais après, parce qu'après, il est passé au stade de. Non, après, il a fait U Arena et après Stade de France. Ouais. Mais c'était la seule fois qu'il a joué au Parc des Princes, ouais. Et c'était mythique parce qu'en plus, c'est un stade qui lui tient à cœur et tout. Oui, par rapport au foot. Ouais, grave, ouais, il est ultra fan du PSG et tout. Donc, c'était fou de jouer avec lui là-bas, quoi. Est-ce que c'est le genre de moment où tu réalises le chemin parcouru ou tu kiffes l'instant présent? Est-ce que tu as une petite pause, une petite pause dans le temps et tu dis waouh, je suis là? Franchement, tu réalises ou pas? Sur le moment, on s'est pas trop posé de questions parce que si tu commences à réfléchir à ce genre de truc, c'était un coup à chialer en plein milieu là-bas. Ouais. Donc, non, je suis assez sensible à ce genre de truc, mais je préfère y penser après. Et ouais, après, on s'est regardé, on s'est dit waouh, tu te rends compte? On s'est connus au lycée, on fait ça, on fait le Parc des Princes. En seconde, du coup. Ouais, en seconde au lycée, c'est fou de finir là-bas, quoi. Et du coup, non, sur le moment, on s'est juste éclaté. C'était trop bien. En plus, on avait ce délire de faire genre, on venait pour un match de foot. Tout, on est venu avec un ballon qu'on avait fait signer par William et on l'a jeté dans le public. Enfin, tout des trucs. La pièce de musée. Ouais, mais du coup, en plus, on avait fait une vanne là-dessus. On a fait genre, la personne qui l'avait reçu le mettait sur le Bon Coin à 10 000 balles ou un truc comme ça. Et en fait, c'était nous qui avions fait un compte sur le Bon Coin. Et du coup, la personne qui l'a vraiment reçu nous a contacté, qui a dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye de scam et tout. et on lui a dit, t'inquiète pas, c'est nous. Et on s'est fait bannir notre compte le Bon Coin. Parce que... à cause de ça. Mais c'était juste une connerie avec Jojo. mais je trouve ça génial. On s'est bien marré. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais, c'était drôle. Et les gens, du coup, il y a une personne qui a reçu le ballon et qui a cette relique chez lui. On avait signé dessus et il y avait Snake aussi dessus. C'est incroyable. Cool. On va parler de tournée, de date après, mais je voudrais qu'on parle du son Romera avant. Ouais. Il a vachement évolué, le son Romera. Ouais. On est parti à des moments dans du drum and bass, de la bass house. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Très violent, oui. Super énergique. Petite boucherie, puis on a fait aussi de la house un peu plus filtrée, genre de la French Touch des années 2000. Et puis là, tu repars sur de la tech house. Comment tu définirais ton son, toi? Qu'est-ce qui est identifiable chez toi? Là, à l'heure actuelle, je suis vraiment dans une vibe house, tech house, un peu ghetto. J'aime bien avoir des samples de hip-hop un peu des années 90. Très new-yorkais. Boom bap et tout, très new-yorkais, Brooklyn et tout. Mais après, un peu de tout. J'aime bien aussi la grosse house qui roule, les tracks un peu tunnel qui font monter la sauce dans une soirée, tu vois, les trucs que tu peux... Plus groovy, que ça bouge plus, Voilà, et du coup, le son a quand même beaucoup évolué. Mais en vrai, des trucs comme ça, j'en jouais déjà en 2010-2011. Quand j'étais... ça m'est arrivé de remplacer Steven Karuska au César. Et au César, je jouais beaucoup de trucs comme ça. J'ai pas préparé de questions là-dessus, mais moi qui connais très bien le César, parce que je suis un enfant du César aussi, tout comme toi, dans tout ce que tu fais, j'entends le César Palace. C'est normal. J'ai passé ma vie... Je te jure que je me suis posé la question. Tous tes morceaux, ils peuvent passer au César. Et bah, ça fait plaisir. Ça va être incroyable. Et ben en fait, en plus, il y a une grosse période là où j'ai fait beaucoup de trucs plus minimal avec des petits leads un peu minimal, comme à l'époque, comme ça se faisait à l'époque. Et il y a plein de trucs que je reprends aussi de l'époque. J'ai sorti un remix de Raw, de Julio Navas, Gustavo Bravetti et tout. Et c'est un gros track qui tournait au César à l'époque. Et moi, ce track, je l'ai joué... je l'ai gardé dans mes sets pendant très longtemps et j'ai juste voulu le réadapter parce que je savais qu'à l'époque il avait marché mais pas assez bien. Et après il a cartonné là en 2022. Ah oui, incroyable. Et en fait, je m'inspire beaucoup de l'époque César. Ouais. Et même dans des trucs un peu plus house ou garage avec des voix, des voix de Nana. Ou alors des morceaux comme Raw. Ouais. Il y avait vraiment plusieurs couleurs dans le César. Ouais. Et moi, je les entends dans tes prods. Ah bah ça fait plaisir. Bah, on en parle souvent avec Steven et je lui envoie les trucs justement quand je reprends un truc si de l'époque et tout. Ouais. Bah là, j'ai sorti aussi un track qui s'appelle Como se llama avec une voix de Scarface et à l'époque, il y avait un morceau de Cube Guys qui jouait justement au César. Pareil, la voix, elle venait de ça. Et du coup, je m'inspire souvent de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on se parle souvent et ça le fait kiffer du coup de voir ces trucs. Et c'est lui qui m'a inspiré pas mal de trucs, Ouais. Bah, moi, c'est lui qui m'a donné envie de bosser dans la nuit, quoi. Il était, enfin, il est toujours incroyable. Ouais. Steven, il a une culture de ouf. Mais à l'époque, on a passé des week-ends. Vraiment, j'y allais vendredi, samedi. Et on restait du début à la fin. On se mangeait les sets sur le sound system Nexo réglé au poil de cul. C'était incroyable. Exceptionnel. Ouais. Sacrée époque. Ouais. Je connais le gars qui règle le système son. Il est très bon. Il est très bon. Putain, c'était fou, Paul. le son qu'il y avait. Ouais, c'était Paul. Ouais, il travaille dans des salles, à Grenoble. Ok, bah merci Paul parce que franchement. Il a réglé le son d'autres boîtes comme le Glam aussi. Ouais.
C'est un peu la même famille. Ouais, carrément. C'était Nexo aussi au glam. C'était Nexo, ouais, c'était la même chose. Ouais, Ouais, c'est fou. Pour parler de prod, tu bosses comment tu bosses sur quel logiciel en Je prod? suis sur Logic Pro. Ouais. Pas la toute dernière version, parce que j'ai du mal à faire des updates, des machins comme ça. J'ai changé d'ordi, mais j'ai toujours pas tout installé dessus, j'ai pas eu le temps. Mais ouais, je suis sur Logic, et puis je bosse tout le temps. En vrai, je vais au studio le matin à C'est quoi ta routine? 8-9 heures du matin, j'arrive au studio, des fois plus tôt. Et puis, je finis vers 17-18 heures. Et je fais, ça m'arrive de faire un track par jour, des fois 2 dans la journée. Ouais. Quand je suis, enfin après souvent j'en fais un dans la journée, j'en rattaque un avant de partir le soir et le lendemain du coup je le continue. Et après pareil j'en refais un, je fais un demi par jour peut-être, enfin un et demi par jour à peu près. Il y a combien de morceaux dans l'ordi là? Beaucoup. On a ID numéro combien là? Il y en a vraiment pas mal. Il y en a pas mal. Et je peux pas tout sortir malheureusement. Il y a pas. Non mais tu connais la quantité ou pas? Non en vrai je sais même pas. 100, 200, 300, 400, 500? Non, on est sur plusieurs milliers je pense. Ouais, plusieurs milliers. Ouais depuis ça fait 15 ans que je fais ça. Et après, je suis pas toujours, j'en fais pas toujours autant. Ouais, mais après, c'est des. T'as quoi? T'as une minute ou t'as un morceau complet? Non, quand je te dis morceau comme ça, dans la journée, c'est morceau complet, ouais. Ok. Mais du coup, il y en a pas mal. Après, des idées, j'en ai. Je pourrais même pas te les compter. Mais ouais, j'en ai énormément. Mais là, récemment, j'ai un disque dur qui a cramé avec pas mal de projets dessus. On va essayer de récupérer ça parce qu'il y avait pas mal de trucs. Faut archiver. Bah ouais. Mais en fait, je savais pas que les disques durs mouraient assez rapidement. Ouais. Et du coup, voilà. Quand tu commences à faire un track, justement, tu travailles quoi? Tu travailles une batterie, tu travailles un refrain, une mélodie, ou tu as une idée d'un sample? Comment ça se passe? Ça dépend vraiment des fois, ça dépend de l'inspi. J'ai beaucoup de notes dans mon portable. Quand j'ai une idée en écoutant des sons, j'écoute beaucoup. Je suis très éclectique dans mes goûts. Ouais. Donc sur Spotify, je me mets en aléatoire dans mes likes et j'écoute plein de trucs. Et donc des fois, ça me relance des idées et tout. Je me les note dans mon portable. Et soit j'arrive au studio avec une idée effectivement de voix à reprendre, de sample à reprendre. Et là, je construis autour de ça. Ou si vraiment j'ai pas forcément d'inspi ce jour-là, de trucs qui me viennent comme ça, je peux commencer juste par effectivement une batterie plus petite bassline derrière, et puis après je rajoute les éléments petit à petit, je construis autour de ça. Ça dépend vraiment des jours et de l'inspi. Ouais. Ok, donc je sais que tu vas répondre oui, mais on peut encore créer dans ce monde de fou grave. Où tout existe. Mais grave. Et puis on peut s'aider de plein de choses aussi pour créer. Ouais. Tu vois, si j'ai pas d'idée ou quoi, ça m'arrive d'aller sur des IA et puis de faire créer des trucs, après resampler dans l'IA. Et je voulais parler de l'IA, ouais. Ouais, c'est cool. On fait aussi des super outils. On fait cette émission et on développe ce média, c'est pour aussi parler aux jeunes générations et inspirer les jeunes générations. Ouais. Et ton parcours, il est super inspirant et toujours en train d'exploser au fur et à mesure du temps. Donc, ça fait plaisir. C'est très intéressant de savoir comment tu bosses. Merci. Tu fais du ghost, tu travailles pour d'autres? Ça m'est arrivé, ouais. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Après, là, en vrai, récemment, j'ai tellement eu de tournées et puis tellement de taf au studio sur mes propres projets que compliqué de faire pour d'autres. Mais ouais, ça m'arrive, ouais. Quand il y a des gros projets cool qui m'intéressent, carrément. Et du coup, donc faire du ghost, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est travailler en sous-marin sur des projets, pour d'autres non. Ouais. Toi, tu le fais sur des projets qui sont dans ta musique, dans ton style, ou tu le fais sur des choses qui n'ont rien à voir, sur des commandes de maisons de disques ou des choses comme ça? J'ai fait un peu de tout. Ça m'est arrivé de faire des trucs aussi pour des boîtes qui veulent de la synchro, pour des publicités et tout. Donc ça m'est arrivé de faire ça, de faire sur commande un peu. Ouais. J'ai fait aussi pour des artistes qui étaient dans ma vibe, mais j'essaye que ce soit pas trop proche de mon style, parce que sinon tu t'y perds vite et ça ressemble trop à ce que je fais moi. Ouais. Et j'ai pas envie de donner en fait ma signature à quelqu'un d'autre. Et après ça m'est arrivé aussi de bosser pas en ghost, mais du coup en crédité, tu vois, et pas forcément apparaître sur le morceau, mais en tout cas être dans les crédits. Par exemple, j'ai bossé avec Ibrahim Malouf. Énorme. Sur du son. On a bossé sur un son ensemble aussi avec Mathieu Chédid, avec Ibrahim et Mathieu. Ouais. Et du coup, j'ai fait des trucs un petit peu différents et c'est cool, c'est trop intéressant. Excellent. Tu travailles sur d'autres formats que des formats DJ? Je parle de cinéma, de séries. Non. En prod? Non, pas encore, mais pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, grave. Moi, je sais que ça se développe. Tu bosses sur des packs de samples, des choses comme ça ouais, j'ai sorti. Tu bosses pour toi? J'ai sorti 2 packs de samples. Ouais. Et c'était en collaboration avec Toolroom.
Tool Room qui est mon label de cœur. On et va en puis, parler. Du coup, je suis signé chez eux. Enfin, on en parlera peut-être plus longuement après, mais du coup, c'est devenu mon management maintenant, Tool Room. Et puis un label aussi où je signe très souvent, donc du coup. Et puis, donc j'ai sorti 2 packs de samples avec eux. D'ailleurs, le deuxième est sorti très récemment. Et du coup, il est dispo sur Splice. Et puis même sur leur site internet. Qu'est-ce qu'on trouve dans le pack de samples, Tony Rovera? Beaucoup de choses. J'ai bien charbonné. Il y a de tout, il y a de la batterie, il y a des synthés. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait beaucoup de drums, donc des batteries. Donc t'as des kick loop, clap loop, top loop. Donc t'as les drums, tu vois, une batterie entière. Donc les gens après peuvent soit prendre au détail, on va dire, soit prendre l'entièreté pour donner un peu une couleur. Et puis après il y a des bass loops, des synth loops. Il y a un peu de tout, c'est un peu riche. Ok, si des gens veulent l'acheter... Ils peuvent aller soit sur le site de Tool Room, on mettra les liens, mais... Tool Room Academy, je crois, et puis soit sur Splice, en utilisant les crédits Splice, ils peuvent choper ça. Je vais te parler des labels aussi. Tu montes un label, c'était en 2016, Sans Merci. Oui. Le nom, il est ultra vénère. On a sorti des sons vénères un peu. Les pochettes aussi étaient vénères, les sons étaient vénères, tout était vénère. Parle-nous de cette aventure. Eh ben, on a fait Sans Merci, du coup en 2016. On partait du constat qu'on mettait un peu trop de temps à sortir les tracks qu'on voulait, parce que le temps d'envoyer une démo à un label, le temps qu'il la review, et puis après s'il passe, il faut l'envoyer à un autre. Du coup, ça prend grave du temps. Au final, les tracks ils sortent 1 an, 2 ans après des fois, et ça nous a un peu saoulé. C'était frustrant, quoi. Ouais, grave. Et c'était avec Kild et Max Mash et puis toute l'équipe un peu, on avait ce constat. Et du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait faire le label et puis sortir pas mal de tracks. On a sorti un peu de tout, un peu tous les styles. Mais du coup, on a décidé là maintenant, enfin, j'ai mis le label en pause en... Je sais même plus quand, 2022 ou je sais plus. Et on a signé plein de potes à nous dessus et tout. C'était cool, c'était une super aventure. On a fait plein d'événements aussi. On a fait des campings, on a fait des soirées. Des campings. J'ai pas vu ça. C'était quoi les campings? C'était incroyable. Et d'ailleurs, je sais que t'es pas trop camping à la base. Alors, pas forcément. Ça dépend des conditions. Et là, les conditions étaient incroyables. C'était un camping 4 étoiles dans des mobilhomes. Dans des. Tu vois, on n'était pas dans des tentes et tout. C'était une fête continue. En fait, on a fait. C'était sur un week-end entier. On l'a fait en collaboration avec Funbreak, qui sont des amis à nous. Et ils sont à Villefranche, non? Ils sont dans Lyon. Non, ils sont à Lyon. Eux. Et en gros, on a fait un week-end entier. Il y avait 400 participants. Et donc, les gens, ils prenaient un ticket, en fait, pour avoir le logement et de la musique H24. Et il y avait même bière à volonté dans certains horaires. C'était un week-end sacré bordel. On s'est éclaté. On a emmené tous les copains, plein d'artistes super cool de la famille. Et on s'est éclaté. En fait, il y avait, je sais plus combien, 15 heures de son par jour ou un truc comme ça. C'était énorme. Et du coup... Et c'était en intérieur ou extérieur? On a fait les deux. Intérieur et extérieur. C'était incroyable. On était au bord d'un lac, pas loin de Rodez, là-bas, perdu dans la campagne. C'était trop bien. Les gens, ils se sont éclatés et on pense refaire ça peut-être avec le nouveau label, parce que du coup, maintenant, j'ai mis une pause sur Sans Merci et ouvert un nouveau label. Et on a bien l'intention de refaire des trucs dans le même style. On va en parler, ouais. Quand tu crées ce label Sans Merci, du coup, le but, c'est quoi? C'est de détacher de plus gros labels, de créer le tien, ou vraiment de rassembler une famille avec tes potes? C'était déjà de pouvoir sortir nos morceaux plus rapidement. Et puis, il y avait tellement de gars qui m'envoyaient des tracks super bien et qui me disaient j'ai pas eu de réponse de tel label ou tel label. Et nous, en fait, on voulait sortir tous ces trucs. Et tous les trucs que je jouais dans mes sets, j'avais envie de... Oui, parce qu'en fait, on n'a plus de limite à sortir des morceaux, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, là, on pouvait sortir tout ce qu'on voulait, des potes à nous et tout. On pouvait le pousser avec notre imagerie en plus, parce qu'on avait une imagerie cool, un peu fun, et à base de dessins et tout, qui était faite par Swan Jacquet, le graphiste avec qui j'ai bossé pendant 14 ans. Tu continues à bosser avec lui, là? On bosse encore sur des trucs ensemble, mais sur le nouveau label, là, c'est un autre gars. D'accord. C'est lui qui a fait le logo, mais là, c'est un autre gars qui fait les artworks, que je kiffe aussi. Et du coup, on s'est éclaté, on a fait pas mal de trucs avec le label. Comment tu choisissais les artistes, du coup? C'était vraiment en fonction des morceaux? On m'envoyait des démos, des copains, j'envoyais des messages à des copains, est-ce que vous avez des trucs ou quoi? Puis après, il y a des petits jeunes qui me contactaient. Oui, mais alors, ma question, elle est pour ça. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qu'ils peuvent t'envoyer leurs morceaux. Plus pour Sans Merci, du coup. Bah oui, pour House Delivery. Alors. Pour House Delivery, en fait, on n'a pas encore ouvert les démos, parce que pour l'instant, j'ai vraiment envie de me tenir à un style et surtout avoir une vraie couleur sur le label. Donc, c'est moi qui vais chercher les démos auprès des artistes que je connais. Il y a des artistes que je kiffe, tu vois, là, par exemple,
on vient de sortir un morceau de Jamie Coins. Là, il y en a un de Ferber qui sort ce vendredi. Ok. Et c'est des artistes que je kiffe, ils font partie de mes producteurs favoris. Et donc, du coup, c'est moi qui suis allé les chercher chez eux, les démos. J'aurais dit, vous avez du son pour le label, j'ouvre un label, etc. Donc, c'est un label en collaboration d'ailleurs avec Toolroom. On n'est pas un sous-label de Toolroom, Oui. mais on est Tu profites de la structure, du coup? Voilà, exactement. C'est eux qui gèrent tout l'administratif et tout, parce que moi, je suis une burne sur l'administratif. J'aime. Et ça prend tellement de temps. Et eux, ils sont structurés depuis 15, 20 ans, ou je sais pas. Donc, ça, c'est super fluide. Ils s'occupent de plein de choses. Moi, je Comment tu m'occupe de décrirais la l'artistique. couleur musicale, Toolroom? Toolroom, eux, c'est toujours house, tech house et tout. Un peu minimal. Après, ils ont un peu de tout. Mais nous, par contre, la couleur musicale de House Delivery, c'est vraiment house et tech house avec un vrai côté ghetto. Après, il y a des petits côtés un peu jazzy sur certains morceaux, un peu funky. Et je pense qu'on va. Là, les gens vont en entendre peut-être que 3. Là, j'ai sorti un premier qui s'appelle Como se llama. Là, après, il y a eu Jamie Coins et Roxy. Et après, la Ferber. Et il y en a plein qui arrivent. Et on a déjà jusqu'à avril prochain. Et vraiment, la couleur est très définie. Les gens, je pense qu'ils vont apprécier. Monter un nouveau label, c'était pour faire une collab avec Toolroom? C'était parce que j'avais envie de monter un nouveau label avec vraiment une nouvelle structure pour déjà restructurer et tout. Et puis, changer la couleur? Ouais, changer la couleur du son. On était trop éclectique sur Sans Merci, Ouais. ce qui n'était pas une mauvaise chose, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était compliqué de vraiment atteindre certains niveaux. En fait, si t'es trop éparpillé, les gens ont du mal à suivre. Et un fan de house, si tu lui sors un truc dubstep derrière, il comprend rien et il va pas suivre le label. Et du coup, il y a des gens qui ont sûrement lâché l'affaire à cause de ça. Ça marchait très très bien encore, mais je pense que moi, j'avais besoin de restructurer aussi et de pouvoir supporter les tracks, tu vois, pouvoir les soutenir et les jouer dans mes sets. Ouais. Vu que maintenant, je suis vraiment, depuis 2022, on va dire, je suis vraiment full house et tech house. Je suis revenu à ça. J'avais besoin de pouvoir rester que dans cette niche-là et pouvoir pousser aussi sur le label et pouvoir jouer tous les tracks dans mes sets, quoi. C'est quoi alors, non, une petite question qui m'arrive comme ça. Il y a House Delivery, il y a un néon dans ton studio. Ouais. Il est arrivé avant le label ou... Ouais, exactement. Ouais, j'avais teasé un peu, en fait, comme ça. Il y a des gens qui ont capté. Ça fait longtemps que je le vois. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai eu l'idée du label il y a déjà un bon petit moment. Et le temps de tout mettre en place et de commencer la première sortie, j'avais déjà les stickers que je donnais aux copains, etc. Non, c'était déjà prévu depuis un bon moment. J'avais déjà le logo, j'avais déjà la direction. J'attendais juste de tout mettre correctement en place. Niveau aussi négociation de contrat, etc. avec Toolroom, donc c'est pour ça a mis du temps. Est-ce qu'on peut dire que tu fermes une page, t'en ouvres une autre? Complètement, ouais, complètement. Là, en fait, Sans Merci a été fermé il y a peut-être 1 an ou 2, je sais plus. Et puis à ce moment-là, j'avais déjà pour idée de reprendre un truc. Je savais pas comment je l'appellerais, je savais pas si on refaisait un tout nouveau label ou si je faisais un sous-label de Sans Merci. Ouais. Et en fait, je me suis dit autant reprendre sur une page vierge. Et vraiment réécrire un vrai truc, recréer la même chose un peu qu'avec Sans Merci, tu vois, avec la famille, faire des événements sûrement un peu débilos comme on a pu faire, et avoir toujours cette imagerie, une imagerie cool aussi et tout, mais pouvoir repartir de zéro et reconstruire un truc vraiment neuf. Et musicalement, c'est plus de la house plaisir entre guillemets pour écouter, c'est vraiment de la tech house pour du club ou du festival? Moi, c'est un peu des deux, on va dire. Je pense que ça se rejoint entre les deux. C'est de la tech house et house bien punchy, que je joue dans mes sets en tout cas, des trucs qui roulent, qui groove, et surtout très travaillé. Le son, je veux vraiment une couleur et qu'il soit nickel et que ce soit vraiment, vraiment propre. On va avoir de la house française? Ouais. Carrément. Ouais. Justement, le but en France, c'est de redévelopper aussi en France, parce que ça se perd un peu. House, tech house, on en a. Surtout tech house en France, c'est un peu dur. C'est pas le plus gros truc, tu vois. C'est pas le truc qui va vendre le plus de tickets, les plus grosses soirées et tout. Maintenant, les trucs techno ultra rapides, les jeunes, ils adorent ça. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. C'est ça. C'est la musique que nous on écoutait quand on était gamin. Ouais. Les compil dance. Ouais, voilà, c'est ça, les trucs ultra rapides. C'est vrai qu'il y a de l'eurodance et des trucs comme ça. Et ça blinde, ça va blinder une Tony Garnier. 17 000, je crois. Ouais, peut-être 14 ou un truc comme ça, mais c'est énorme. Avec un artiste en all night long, ils arrivent à blinder ça. Pour la house et tech house, maintenant, on n'est pas là-dessus. Enfin, même si tu fais les gros boss, genre Jamie Jones ou des gars comme ça à Lyon, je suis pas certain que ça fasse autant de monde, tu vois. Et le but, c'est d'arriver à redévelopper la scène française. Il y a déjà le label Moodchild
qui œuvrent pour ça. C'est le label de Mandamore et Cyrus Hood. Ok. Et puis il y a d'autres labels aussi dans le sud de la France qui œuvrent pour ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on s'y remette tous et que vraiment. La house française. Et voilà, et qu'on arrive à faire des événements aussi gros peut-être un jour que les trucs techno qu'il y a en ce moment, mais avec du groove et avec des gens qui ont envie d'entendre des trucs qui groove un peu plus lents et peut-être des gens un peu plus vieux aussi. Merci. Parce que c'est non mais c'est notre public. Moi j'écoute ça notre public, en fait. Ouais, bah pareil. Ouais. Notre public est plus vieux. On a besoin de trucs peut-être un peu moins agressifs pour les oreilles. Moi j'écoute du Defected, du Toolroom. Pareil. Pareil, j'écoute ça. C'est vraiment la musique que j'aime écouter, la musique plaisir dont je te parlais. Voilà. Ça fait plaisir. 2021, introspection. Ouais. Tu sors un album qui est assez varié. Ouais, pour le coup, ultra varié. En fait, justement, on a tourné. Après ça, j'ai tourné la page, si tu veux. C'était un peu pour clore le chapitre. Sur le moment, je l'ai pas vu comme ça. Et je me suis rendu compte qu'inconsciemment, je voulais juste clore un chapitre où j'étais ultra éclectique dans mon style. Et tu te recentres aussi à ce moment-là, non ? C'est ça, je me suis recentré en fait parce qu'après, j'ai eu mon remix de Raw qui arrivait et qui a marché en 2022. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'aille là-dedans. Et d'ailleurs, c'est DJ Snake, j'étais en tournée en Inde avec lui. Et on en parlait, on était à l'aéroport ensemble. Avant de prendre l'avion retour, il m'a dit, ton Raw là, il est incroyable, il marche trop bien. Ouais. Il m'a dit, arrête de t'éparpiller, arrête de vouloir faire tous les styles. On sait que tu sais faire. Que tu sais faire plein de styles, mais vraiment recentre-toi. Il m'a dit Deschamps, quand il a gagné un match avec une certaine compo, est-ce qu'il la change complètement au match d'après ? Et ça m'a grave fait réfléchir. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, il a trop raison, il faut vraiment que j'enfonce cette porte dans ce style-là. Et du coup, c'est depuis ça que je me suis vraiment recentré. Et donc, j'ai clos un chapitre avec Introspection où je me suis fait grave plaisir. Donc oui, juste avant l'Euro. Voilà, 2021, juste avant l'Euro. Ouais. Et du coup, j'avais fait plein de trucs. J'avais fait dedans de la French Touch, un peu Daft Punk, Justice dans l'esprit, des trucs plus French Touch, Filtered House, à la Daft Punk aussi à l'ancienne. J'ai fait un peu de tout, des trucs plus mélancoliques et tout. Même c'est quoi ton morceau préféré de l'album ? Non, c'est dur. Ou les deux morceaux. Allez, je dirais VHS, qui est un track qui me tient à cœur. On a fait un clip avec des images d'enfance qu'on a récupéré sur une vieille VHS qu'il y avait chez ma grand-mère. C'est pour ça que ça s'appelait VHS. Et on a fait du coup le clip et avec les images avec mes parents et tout. Quand j'ai reçu la V1, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et du coup, celui-là et le bon temps, je crois, le bon vieux temps, le dernier track de l'album aussi. J'ai repris un sample j'ai samplé Ibrahim Malouf, True Sorry, qui est un de mes tracks préférés. Et il a accepté la clearance et tout, donc c'est incroyable. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à se parler. Ouais. Et comme ça qu'on a collaboré par la suite ensemble. Mais ces deux tracks, j'aime bien. Ces deux tracks très house. Ils sont house et mélancoliques. Ouais. J'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais c'est quand même fou de faire des morceaux avec lui. Grave. En plus, c'est un génie. Ouais. Genre vraiment, quand on taffe sur les trucs, c'est abusé. L'oreille qu'il a. Parce qu'on a souffert des fois d'une étiquette un petit peu en marge des musiciens. Ouais. Et là, t'as le boss. Grave. Et puis qui valide ton boulot et qui t'autorise à utiliser sa musique pour faire de la musique électronique. Ouais. Approuvé par un boss, par un vrai génie musical qui joue d'un instrument qui est incroyable. C'est fou quand même. Sur le moment, j'avais du mal à y croire. Très identifiable. C'est complètement fou. Ah ouais, c'est un tueur. Et puis, comme je te dis, bosser avec lui, c'était un plaisir. Et en fait, il s'intéresse beaucoup à la musique justement électronique, etc. Là, il bosse sur un projet avec Mercer aussi. Ah ouais ? Ils ont un projet commun. Ils ont fait d'ailleurs des concerts à l'Olympia ensemble déjà. Et donc, ça, ils mélangent électronique et trompette, etc. Et franchement, c'est vénère. C'est très vénère. C'est incroyable. C'est cool. C'est un vrai gars. L'album, tu le signes avec quel label ? Comment ça se passe ? Je l'avais signé avec Monster Cat, ouais. Qui est un label canadien avec qui j'ai beaucoup signé de tracks. Super label, super entente. J'avais déjà signé pas mal de sons avec eux, sorti pas mal de collabs et tout. Et puis c'était un peu l'aboutissement de la collaboration, on va dire. Et franchement, on s'est bien éclaté sur l'imagerie de l'album et tout, c'était cool. Et puis on a eu surtout une belle collaboration avec Rocket League qui nous a placé 5 sons, 6 sons dans le jeu.
jeu qui est quand même incroyable, ultra connu et tout. Quand tu mets de la musique dans un jeu, ça te rapporte de l'argent? Alors, en l'occurrence, là, non. parce qu'ils étaient... Non, parce qu'ils étaient en collaboration avec eux. Et donc, en fait, ils leur filent des sons qu'ils mettent en playlist dans le jeu. C'est un accord commun. En fait, ça fait de la promo pour le label. Et puis comme ça, ils peuvent utiliser du son sans payer. Mais par contre, ça apporte de la visibilité de ouf. Trop de gens qui jouaient avec mon son et tout et qui m'envoyaient des messages. Ils avaient même mis un petit drapeau avec mon logo aussi dans le jeu et tout. C'était fou. Et là, d'ailleurs, ils m'ont réécrit il y a pas longtemps et re-rentrent 2 autres morceaux à moi qui étaient sortis chez Monster Cat. Ils les remettent dans le jeu, là. T'avais fait des remixes aussi en 2022 sur l'album? T'as fait un pack de remix? On a fait un album de remix, avec plein de copains qui avaient fait des remixes. On avait du beau monde dessus. De faire un pack remix d'un album qui est déjà sorti, ça le fait revivre. Ouais, c'est ça, ça redonne une petite impulsion. Et toi, ça te permet aussi de le rejouer. Ouais, et puis c'est cool d'avoir une vision différente sur les morceaux que j'ai faits. Et puis une approche différente. C'était grave intéressant. Il y a eu des vrais trucs. Il y a eu des vrais remixes. Je voulais te parler de tes tournées, bien sûr. On a parlé de prod, de musique, d'album. C'est quoi ton rythme aujourd'hui? Tu m'as dit tout à l'heure, je me suis réveillé à 3h, je suis jet lag. Ouais, c'est un rythme fatigant. Là, pour te donner un ordre d'idée, en 2 semaines, non, en 1 semaine, j'ai pris 16 avions, je crois. Le bilan carbone est pas bon. Non, ça va pas du tout là. Non, va pas du tout là. Il y a 2 semaines, en gros, j'ai fait un Lyon, New York, Edmonton. Je t'évite les passages à Francfort, à Toronto et toutes les connexions, mais Lyon, New York, Edmonton, New York, Lyon. Après, je suis reparti à Amsterdam pour 1 nuit. Je suis revenu. Je suis reparti à Calgary, Houston. À Austin, je suis revenu. Et après, la semaine d'après, je repartais à Calgary, Houston. Et je revenais. Donc, en gros, j'ai passé 2 jours à la maison par semaine. Et le reste du temps, soit dans les voyages, soit sur les dates. C'est éreintant. Je suis fatigué. Et ce rythme-là, c'est toute l'année ou là, c'est exceptionnel? Là, c'était exceptionnel sur cette période de l'année, quand même, tout l'été, plus septembre, octobre. C'est vraiment des moments où ça charbonne. Après, janvier, février, c'est souvent un peu plus calme. Mais voilà, je me suis pris un beau charbon. Niveau routing, on n'a pas été très bon. Et donc, j'ai eu des trucs un peu de partout. Et là, du coup, je suis une oreille bouchée à cause des avions, à cause de la pression et tout. C'est pas évident. Et puis, surtout, très fatigué, le jet lag et tout. Mais par contre, c'est incroyable de voir du pays comme ça et puis pouvoir avoir la chance d'aller aux États-Unis, jouer à New York. J'ai joué à Superior Ingredients à New York, qui est un super club incroyable. Il y avait A-Track qui est venu aussi, qui est un ami à moi. Il est venu parce qu'on a joué notre nouvelle collab. On vient de sortir une collab. C'est incroyable. Je le suis depuis que je suis un gamin. Et là, je travaille avec lui et son frère aussi, d'ailleurs, Dave de Chromeo. Tu dois connaître Chromeo. Et Mike Dunn aussi, qui est une légende de la house. Beaucoup à titre perso. J'ai jamais joué, mais c'est une tuerie, gros truc funk et tout. Moi, j'écoutais quand j'étais au collège. Et là, j'ai travaillé avec eux sur du son. Son frère. Ouais, ils sont frères. Les Brothers Maklovich. Du coup, ils ont un projet commun maintenant. Et on a sorti ça avec leur projet commun, Brothers Maklovich. Ok, tu dis que tu as fait 16 avions en 15 jours et tu comptes en 1 semaine seulement. En 7 jours. Et du coup, après, je t'épargne les autres parce que je les ai pas comptés. Et tu comptes les pays où tu vas Ouais, j'avais commencé à noter sur mon portable et tout, mais je pense que j'en ai oublié depuis. Franchement, j'en ai fait pas mal, ouais. Mais c'est cool, hein, c'est incroyable. Depuis 2013 environ, j'ai commencé à tourner internationalement et franchement, un plaisir. T'as fait plusieurs fois Tomorrowland? Ouais. Complètement. Pas les mots. Est-ce que c'est... C'est le Graal. Je t'ai entendu dire que c'était le Walt Disney des DJ. Ouais. Est-ce que c'est une espèce de consécration, le truc ultime? Je pense que moi, c'était un peu mon truc ultime. En vrai, il y a toujours des rêves à accomplir derrière ça, parce qu'il y a plein de festivals de ouf. Mais celui-là, c'était vraiment celui que je voulais faire. Je me rappelle, j'étais avec mes potes en 2012-2013, on regardait les sets justement de Chucky sur la main stage et tout. Et depuis ça, c'était vraiment mon plus gros rêve. Et du coup, j'ai eu la chance de faire le Winter, le Summer en Belgique, sur des belles scènes en plus. J'ai fait la Library, qui est la 2e plus grosse stage. Là-bas, j'avais fait la Euphoria aussi. En France, à l'Alpe d'Huez, j'ai fait la main stage. Et une autre fois, j'ai fait 3 scènes sur la même saison, enfin sur la même édition. Qu'est-ce qui était le plus magique, l'Alpe d'Huez ou Non, je pense la Belgique. La Belgique, parce que c'est le truc que je voulais faire le plus. Ouais. C'est après que c'est arrivé parce que tu joues sur la main stage à l'Alpe d'Huez. Ouais, j'avais joué sur la main stage à l'Alpe d'Huez, mais bon, c'est quand même... si tu veux, c'est arrivé après. Donc moi, mon rêve, c'était de jouer Il était déjà en arrivé Belgique. 2 fois, je crois. Hein. Comment ?
Et tu l'as fait 2 fois en Belgique? Ouais, j'avais déjà fait 2 fois, peut-être au moment où j'ai joué en France. Mais du coup, le plus gros rêve, c'était vraiment c'était la Belgique. Mais en France, c'est incroyable aussi. C'est ouf. La dernière fois qu'on s'est croisés, je t'en ai parlé quand t'es arrivé, quand tu t'es accueilli. C'est à l'EMF. Ouais. Ça devait être le premier festival français électro. Ouais. Bleu, blanc, rouge à fond, le Grave. 14 juillet. Malheureusement, il n'existe plus. C'est bien triste. Ouais, qu'est-ce que ça t'a fait quoi quand t'as entendu ça? Bah, c'était dur. C'était dur parce que c'est un festival qui nous a grave poussé, autant moi que beaucoup de potes à moi français. Et du coup, c'est vrai que Charlotte, qui gérait la direction artistique, m'a beaucoup fait confiance sur plein de trucs et tout. Elle me demandait des conseils pour quel artiste elle devrait booker, des petits jeunes français qu'elle pouvait pousser. Donc, elle était vraiment dans ce truc-là, vraiment à pousser des Français. Et ça, c'était incroyable. Toi, tu te retrouvais aussi à transmettre? Grave. Et du coup, j'ai poussé plein de potes qui ont eu la chance du coup de jouer dessus. Moi aussi, j'y étais quasiment chaque année. C'était fou. Le festival était immense, line-up de ouf. C'était incroyable. Mais la patrouille de France. La patrouille de France, ouais. J'ai eu. Alors, moi, mon année, c'était pas la patrouille de France que j'ai eu quand j'ai joué le 14 juillet, mais j'ai eu un avion de voltige et un Mirage aussi qui est passé au-dessus de moi. Ouais. C'était fou, ouais. Franchement, tout le concept autour du fait que ce soit autour du 14 juillet et que ça pousse bien les Français, c'est trop cool. Mais malheureusement, ouais, non, vraiment dégoûté que ça n'existe plus. Ouais. T'es vachement inspiré et t'aimes beaucoup les États-Unis, New York. Ouais. Y a quoi de plus là-bas? Alors, je sais pas si c'est plus, mais en tout cas, c'est différent. Ouais. Et tout est plus gros déjà. La ville, New York, c'est fou. C'est une de mes villes préférées au monde. Je crois Tokyo et New York, c'est vraiment les villes les plus impressionnantes que j'ai pu faire. Tout est immense et puis c'est magnifique. Tu passes n'importe quel coin de rue, t'as l'impression d'être dans un film. On a l'impression de connaître. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et puis c'est vraiment, c'est gigantesque. Il y a une énergie différente en club? Ouais, c'est quand même très différent. C'est pas le même public et tout. Quelles sont les différences justement? Parce que moi j'ai du mal à imaginer. Je saurais pas te dire. C'est vraiment une vibe un peu différente. Déjà, c'est pas les mêmes horaires. Ok. Souvent, ça finit souvent à 2h du mat, les soirées aux US. Tout dépend des États, évidemment. Il y a des États où ça finit plus tard, mais la plupart du temps, ça finit à 2h du mat. Tu finis ta soirée, tu peux aller te coucher assez tôt. Tu peux aller travailler le lendemain. Donc déjà, c'est con, mais les gens, je pense qu'ils sortent plus qu'en France. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver sur des modèles comme ça, nous? Ce serait bien. En vrai, j'en parle depuis des années. Ce serait bien qu'on arrive à faire ce format en France. Parce que alors moi, en tant que vieux, sortir à minuit et commencer à avoir un guest, par exemple, à 2h et finir à 4, voire plus, c'est pas tout le monde qui peut. Puis si tu travailles le lendemain, tu peux pas, en fait. Alors qu'aux États-Unis, même s'ils travaillent le lendemain, ils y vont. Et donc, je pense que ça pousse beaucoup de gens à sortir. Donc, mais après, en France, il y aurait le truc de concurrence avec les bars et machin. Je sais pas si, mais ils l'ont si ça aussi, passerait. Ils l'ont aussi, mais ils râlent pas. Après, franchement, j'imagine qu'il y a une raison pour laquelle on fait pas ça en France. Après, c'est pas le même produit. Ouais, mais ce serait bien qu'on puisse le faire. Franchement, je pense que ça pourrait attirer plus de monde. Ouais, je pense qu'on va vers ça, mais j'espère, parce que plus on vieillit, mieux c'est. Il y a un côté physique aussi à assumer. Ah ouais, complètement. Ouais. On se remet pas pareil. Non, c'est sûr. T'as joué à Ibiza cet été? Ouais. Est-ce que c'était la première fois? Ouais, c'était la première fois. En fait, non, j'avais joué une première fois à Ibiza, mais sur un bateau de croisière dans le port de Ibiza. Ok. Et du coup, c'était techniquement dans des eaux internationales, donc je peux pas dire que j'ai joué à Ibiza à ce moment-là. Ah, t'es pointilleux quand même. Ouais, mais en tout cas, d'ailleurs, cette fois-ci était incroyable. Je jouais avec Jojo en tant que Bellecour, justement. Enfin, j'avais fait un set en Romera aussi, un autre set sous un side project sur une croisière qui était incroyable avec des putains de gros artistes. Des Pendulum, des Netsky, des Mark Knight, des Proc and Fitch. Le festival était fou. Il y avait, je sais plus, Déborah De Luca aussi, Todd Terry, enfin, tu vois, des légendes, DJ Sneak et tout ça. Il y avait plein de légendes sur le bateau. Fou, ça. Et un matin, donc, on a joué sur le deck principal tout en haut, à l'extérieur. Et je crois qu'on devait jouer de 4 à 6, de 6 à 8. Et arrivé à 8h, on m'a dit coupe, c'est mort. À Ibiza, on peut pas avoir la musique forte à cette heure-ci. Et j'ai dit encore une, vas-y, j'en rejoue une. Les gens, ils disaient one more track. Et on en a peut-être fait 4-5 comme ça. Je sais jamais m'arrêter sur les fins de soirée quand ça se passe bien. Et du coup, il y a eu 400 plaintes au commissariat
de Ibiza. Et il s'était passé dans le Daily Mail ou je sais plus, d'un des gros journaux américains. Les mecs avaient pris une grosse amende et tout. Bref, c'était la première fois que j'ai joué à Ibiza. Et là, cet été, j'y suis revenu et j'ai vraiment joué sur l'île dans un club. Et c'était incroyable. C'était Playa Soleil. Ça fait partie de Night League, je crois. Les clubs, il y a le High, il y a Ushuaia. Ils ont Playa Soleil, ils en ont d'autres, je crois. Et du coup, ouais, ouf. Quelle vibe. Encore une consécration, Ibiza. Ouais. Et puis, beau club. C'est une validation encore, tu vois. Ouais, super club. J'étais avec Les Casitos. C'est deux gars, deux Espagnols qui m'ont invité, du coup, sur leur soirée. Et c'était fou. Et il y avait des potes, il y a des potes à moi qui sont passés me voir jouer et tout là-bas. Des artistes cool et tout. C'était trop cool. Et les gens, trop bonne vibe. Et du coup, est-ce qu'il y a un lien entre la house et la tech house que tu es en train de faire et cette date? En fait, j'ai joué là-bas parce que je fais ce genre de musique maintenant. Je pense que 3 ans en arrière ou quoi, avec la musique que je faisais, c'est pas forcément adapté à Ibiza, ouais. Ouais, là, clairement, la musique que je fais, c'est complètement adapté à Ibiza, ouais. Je voulais que tu nous parles du Japon. Tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de fou au Japon? Oh putain, les gens. C'est quoi? C'est la culture, la l'énergie? culture, les gens, ils sont adorables et les gens connaissent tous les respectueux. Alors, déjà, ils sont ultra respectueux. C'est un plaisir de leur parler et tout. Je suis arrivé au club, il y a une meuf qui m'a sauté dessus, qui m'a donné des cadeaux pour moi, pour ma copine, pour ma fille, en m'expliquant ça, c'est pour ta fille. J'ai vu qu'elle avait tel âge. Elle lui avait fait un bonnet et tout. Enfin, tu vois, des trucs de ouf. Et puis les gens étaient adorables et ils connaissaient tous les sons. Genre, je jouais un son. Il y a un son que je venais de sortir, mais vraiment une semaine avant ou un truc comme ça. Et ils connaissaient déjà toutes les paroles. Et tout, c'était incroyable. Vibe de ouf en plus. Et puis la ville, Tokyo et tout, c'était légendaire. T'y allais combien de fois? Une seule fois pour le moment. T'as envie d'y retourner? C'est programmé ou pas? Ouais, je pousse mes agents pour qu'on retrouve une date là-bas, ouais. Parce que si t'as une base de fans là-bas. Ouais, là, les gens, ils étaient chauds de ouf. C'était un petit club, petite capacité, peut-être 200-300 personnes, mais blindé et le truc avec le plafond un peu suintant et tout, tu vois, c'était la guerre. Ah, ça fait une super transition. T'es plutôt club intimiste ou festival main stage? Ah, c'est différent. J'aime les deux. Je prends une grosse Sans décharge langue de bois, s'il vous d'adrénaline. plaît. Comment? Sans langue de bois, s'il vous plaît. Non, franchement, j'adore les deux. Mais je prends une grosse décharge d'adrénaline sur les gros festivals. Ouais, parce que ça te fait une grosse dose d'énergie. Et puis, le niveau monde. image, je kiffe après regarder les images de ce truc-là, parce que ça paraît complètement irréel de jouer sur ce genre de truc. Ouais. Mais en vrai, faire un set de 4-5 heures dans un club petit, bas de plafond, bien suintant, avec des gens qui sont à fond dedans. Où il fait très chaud et tout le monde hurle. Ouais, alors quand il fait chaud, moi ça m'emmerde, mais du coup. On a mis la clim. Ouais. Sinon j'allais claquer là. T'allais me retrouver en arrière. Là. Non, mais moi je me pose vraiment la question. C'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis. C'est que je fais partie de cette génération club. Aujourd'hui, les jeunes sont très festival. Ouais. Et moi, je pense que je répondrais club. Même si j'ai pas joué en festival, j'ai joué sur des grosses scènes, mais je préférerais répondre club parce que justement, ce côté de proximité, c'est sûr que tu as un meilleur échange. Et puis maintenant, avec les DJ qui se produisent avec tout le monde autour sur les boilers, c'est trop cool. C'est incroyable ça. Nous, on adore faire ça aussi avec Max et avec toute l'équipe. Dès qu'on peut faire un truc 360, c'est la guerre parce que t'as vraiment tout le monde qui t'entoure. Tu ressens l'énergie et tout. C'est sûr que sur un festival, quand t'es très très loin du public, t'arrives pas trop à ressentir l'énergie et tout, mais en même temps, quand t'entends un de la part de 15 000, 20 000 personnes, ça fait quelque chose aussi. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ouais. Je kiffe les deux. Je pourrais pas me passer de l'un ou de l'autre. Ouais, t'en es arrivé là. Ouais. Tu as fait. J'aimerais vraiment avoir ton avis. Je vais poser cette question à tout le monde, je pense, dans la boule à facettes. C'est quel est ton avis sur le téléphone? T'as fait une téléphone en soirée. T'as fait une soirée sans téléphone, toi? Ouais, on en a fait plusieurs, je crois même. Et là, d'ailleurs, on en refait une au petit salon en novembre, là, le 22 novembre. Et ça se fait beaucoup aux États-Unis sur les soirées VIP. Où les téléphones sont interdits. Même à Ibiza, là, Michael Bibi qui l'a fait sur les Solid Grooves. Ça commence à arriver un petit peu de partout. Quand j'ai vu que tu en avais fait aussi, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te pose des questions. T'es plutôt quelle team, toi? T'es plutôt la team Bob Sinclair qui dit que le téléphone n'a pas sa place dans les soirées, ou plutôt team DJ Benz qu'on connaît, qui lui dit faut vivre avec Après, pour moi, c'est sans téléphone, la vibe est 20 fois meilleure. Ouais. Pour avoir fait des soirées comme ça, même encore récemment, j'ai joué à Madame Loyal à Paris. C'est Moziman qui m'invitait sur sa soirée, du coup, c'était Voulez-vous avec Madame Loyal.
Et donc, ils ont un format particulier où, justement, c'est No Phone Policy, scène en 360. Ouais. Et du coup, les gens sont ultra dedans. Et là, c'est la guerre, vraiment. Et puis même, je pense pas qu'il y ait besoin d'enregistrer des images, de trucs comme ça, parce qu'au final, nous, après, derrière, on a un caméraman, on poste les images sur nos réseaux. Donc, les souvenirs, ils sont là quand même, tu vois. Mais après, je peux comprendre les gens qui ont envie de prendre un petit souvenir dans le portable et tout. Même moi, je le fais. Hein. Je suis en mais soirée, elles sont quand même je vois dispo, des les concerts. images. Mais par contre, c'est vrai que pour des artistes genre comme un Michael Bibi ou quoi, t'as les mecs qui sont tous sur le portable comme ça. Ouais. Genre, un vrai truc choquant, c'était Kane Music. Il y avait des images à Haï, Ibiza, et t'as tout le monde comme ça et pas de réaction du public. Et c'est triste, tu vois. Et du coup, c'est par rapport à ce genre de truc. Après, moi, je suis pas connu comme eux, donc les gens, ils sont pas là en mode, c'est pas la soirée de leur vie, le moment le plus important qu'ils doivent enregistrer. Mais quand même, t'as quand même des gens qui prennent des vidéos et tout, et ça les sort un peu de la soirée. Quand ils ont le portable dans la poche, c'est quand même vachement mieux niveau vibe. T'es d'une génération où les collabs sont super importantes. Ça apporte quoi de bosser avec des potes? Bah, on apprend plein de choses déjà. J'ai bossé avec pas mal de mes producteurs favoris. Bah, tu vois, A-Track, je viens de faire une collab avec lui. Là, je suis en train de bosser sur une collab avec It's Everything, qui est une légende de la house aussi. Ouais. J'ai des collabs avec des mecs comme ça dont j'apprécie le taf depuis des années. Et j'ai un track aussi avec Detlef, qui est un artiste que je surkiffe depuis 2015 ou même avant. Et c'est un bonheur de pouvoir bosser avec eux, voir comment ils produisent eux aussi, tu vois. Parce qu'on s'échange les stems, ou c'est rare qu'on se voit en studio, parce que souvent pas forcément le temps, mais on s'envoie les stems, et enfin les pistes audio, tu sais, en détaillé. Et je dis pour les gens peut-être qui connaissent pas, mais exactement. Du coup, c'est incroyable de voir comment ils bossent, les éléments qu'ils utilisent. Et justement, il y a une méthodologie ou ça dépend avec qui tu taffes, mais souvent on s'envoie. Il y en a un qui envoie une idée à l'autre. Et puis l'autre qui développe un peu, puis après on refait un petit échange ou non. Il n'y a pas de règle ou de spécialité, vous faites un peu tout? Ouais, on fait un peu tout. Ouais. Chacun peut aller dans un sens ou dans l'autre, selon les éléments qu'on préfère de l'un ou de l'autre, par exemple, tu vois. Si je kiffe les basslines d'un artiste, je vais lui envoyer peut-être une idée et lui dire tiens, je suis chaud que tu fasses une bassline dans ton délire là-dessus. Et voilà, ça peut. Après, vraiment, ça dépend. Et j'avais pas pensé à un truc, mais ça permet d'apprendre en bossant avec d'autres. Mais ça permet aussi de se challenger. Ouais, complètement. Savoir un peu où on en est et d'aller plus loin. Si on n'est pas des brels en production. Ouais. Non, mais si le mec, tu lui envoies le truc et qu'il change tout, tu te dis, bon, j'ai peut-être fait un truc pas ouf. Mais du coup, non, c'est super intéressant. J'adore faire des collabs. La scène française, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a l'impression que vous êtes vachement soudés. Ouais. Est-ce qu'on a trouvé une identité un peu française là, sur la musique électro? Je pense qu'il y a plein de styles un peu différents. Ça réussit dans pas mal de domaines différents. Il y a des caravelles, trim, matraques qui cartonnent dans les trucs art techno et tout. En France, on a aussi, du coup, tu vois, pas mal de trucs house et tech house. Tu bosses avec qui en France en ce moment? Il y a pas mal de monde, Max Mash qui est dans la place, et puis pas mal de copains un peu de partout, il y a des mecs de Marseille, des mecs de Toulouse et tout. Là, j'ai pas tous les noms qui me viennent en tête, mais des mecs de Paris et tout. Il y a pas mal de monde, je sais pas, No Jack, Triptych, Jody à Marseille, Alia aussi. Il y a Young à Toulouse, Simon Erard. Pas mal de monde cool. Enfin, et après, il y a plein d'autres producteurs avec qui aussi on a taffé, même avant, genre des Gaba, etc. Là, j'ai une nouvelle collab avec Gaba, qui est un bon pote à moi de Toulouse. Enfin, il y a pas mal, franchement, on a pas mal de monde. Alors, il y en a beaucoup en house, là, que j'ai cité. Mais comme je disais avant, il y en a en hard techno aussi. Et puis, il y a d'autres styles qui marchent bien aussi. Hein. Genre même la bass house et tout, il y a toujours les Abstract, Asdec qui cartonnent toujours aux US et tout, même en France. Donc non, c'est cool, on a une belle scène éclectique et du bon son, quoi. Et évidemment, tous les boss, j'en parle même pas, mais les Bob Sinclair, Guetta et compagnie, quoi. Et Snake et tout. Ouais. Je voulais parler des outils de prod. Tu as abordé le sujet de l'IA, tu as dit que tu bossais sur Logic. Qu'est-ce que ça fait 15 ans que tu produis quand même. C'est quoi ton regard quasi justement sur ces nouveaux outils? Quasi 20 ans. Ça commence à faire vieux, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, du coup, c'est quoi ton regard sur les nouveaux outils qui arrivent là? C'est trop bien.
C'est trop bien, il y a trop de choses à faire. Rien que pour déjà, par exemple, si tu as envie de remixer un track que tu kiffes, avant, il fallait aller choper des stems studio qui étaient quasiment introuvables pour la plupart des sons. Ouais. Maintenant, tu fous ça dans une IA, il te sépare un peu les pistes. C'est pas toujours clean, mais en vrai, il y a eu des super progressions. Et du coup, ça te permet de pouvoir remixer un track, faire un edit ou un truc comme ça. T'as déjà fait des voix avec? Ouais, carrément. J'ai fait produire des voix par une IA. Genre, tu t'écris les paroles avec une IA, tu fais chanter par une autre, tu reprends les stems juste de la voix avec une autre. C'est grave intéressant de pouvoir le faire. Ouais. T'as l'impression d'aller plus vite ou d'avoir une aide de... Non, faut pinailler un peu dessus pour que ce soit un truc. C'est très long. Hein. Ouais, pour que ce soit bien propre et que ce soit dans le style que tu veux. Faut avoir des bons prompts et tout, mais par contre, c'est ultra intéressant et du coup, ça permet des fois de contourner un copyright ou quoi, tu vois, grâce à ça. Donc des fois, ça peut servir. On a l'impression Mais que c'est à un pas peu utiliser infini. trop non plus, quoi. Ouais, on a l'impression... Bah oui, parce que sinon on a tous la même chose. Voilà, et puis ça sonne pas forcément naturel ou quoi, donc faut savoir l'utiliser correctement. On a l'impression que c'est un petit peu infini. Ouais. Moi, je trouve que c'est un outil incroyable. Grave. Et qu'il faut vivre un petit peu avec son temps. C'est ça, ouais, non, faut savoir s'en servir avec parcimonie, tu vois, pas en abuser. Et évidemment, pas sortir des tracks full IA, ça sert à rien, c'est inutile. Oui, il y a des morceaux full IA justement sur des plateformes. Apparemment, ouais, il y en a beaucoup je crois qu'ils en strike plusieurs milliers par jour. Ouais, mais c'est dingue ça. Hein. Je comprends pas. Bah après, mais ça se trouve, j'ai écouté sans savoir et finalement, c'est un peu malheureux parce qu'il n'y a pas d'artiste derrière et on écoute aussi la musique pour les artistes. C'est vrai. Moi, perso, j'écoute souvent. Pour écouter une musique, j'ai quand même besoin de savoir quel est le projet, quel est l'artiste, ce qu'il fait, etc. Je m'intéresse au truc global plus que juste si j'entends un son. Puis peut-être que si c'est full IA, je vais le griller quand même. On entend quand même. Oui, comme pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément bons en prod, c'est comme sur les réseaux sociaux, une vidéo IA, on la voit en 2 secondes. Voilà, c'est ça. Et du coup, vu qu'on travaille un peu sur le son, on peut entendre certains éléments qui nous font penser à de l'IA, mais quand même, c'est super bien foutu. Hein. C'est quand même très réel. On voit beaucoup ton studio. Quand c'est beaucoup de claviers, là. Ouais. C'est impressionnant. C'est quoi ton esprit et ta vision? T'es plus analogique? T'es plus plugin? Franchement, plutôt plugin en ce moment. J'ai les synthés, je m'en suis beaucoup servi sur l'album, par exemple, parce que c'était des trucs plus agressifs et tout. J'aimais bien faire des basses un peu agressives et tout. Ça m'arrive de bidouiller un peu sur les synthés encore. Ça te permet de le jouer aussi. Ouais, en live et tout. Je jouais beaucoup avec le filtre, par exemple, du MS-20, du Korg MS-20. Maintenant, je le fais un peu moins parce que je fais un peu moins de trucs agressifs et tout. Et les plugins, c'est que ça sonne quand même plus propre. T'as pas le souffle derrière et tout. Mais ça m'arrive de bidouiller encore et de faire certains éléments avec. Je kiffe l'analogue, ça a vraiment une couleur particulière. Puis c'est quand même mieux de pouvoir palper le truc. C'est plus chaud. Ouais, c'est plus chaud. Et puis de pouvoir palper le truc, c'est cool. Ouais. Tu bosses des mélodies sur les claviers ou... Ouais, bien sûr, je pianote. Je suis pas le meilleur claviériste, mais je pianote bien, quoi. Et du coup, après, par contre, je réécris les notes correctement au propre, bien dans les temps, exactement. Tu vois, genre, vraiment, c'est pour me faire des idées, quoi, que je pianote. Ok. Du coup, tu penses que... je prends souvent l'image de... Avant, il y avait des groupes de musique. Tu avais un batteur, un guitariste, un bassiste, un chanteur qui créaient des morceaux ensemble. Aujourd'hui, on a des producteurs qui sont parfois seuls ou avec d'autres producteurs qui sont leurs semblables. Ouais. Est-ce que tu penses que la technologie, en fait, elle va réduire un peu notre créativité ou elle va nous booster dans la production pour aller plus loin, justement, et le voir plus large? Franchement, il y a tellement plus de trucs possibles avec un ordinateur qu'avec des instruments basiques. De base, tu vois, un groupe, à l'époque, tu avais une batterie, une basse, une guitare, ou plus. Après, des cuivres, des oui, mais chacun avait un peu sa spécialité. C'est ça. Et là, du coup, c'est cool d'avoir la vision un peu sur le global. T'es un peu un chef d'orchestre et tu t'organises un peu tout ça comme tu veux. Du coup, les possibilités sont un peu plus infinies, on va dire. Et je pense qu'on peut aller plus loin dedans. Et après, c'est toujours bien si on peut encore plus... si on peut travailler aussi avec des vrais icos, comme j'ai pu le faire avec Ibrahim Malouf, par exemple, et Mathieu Chédid. Tu vois, ils ont fait plein de pistes, eux, avec des vrais instruments. Ils me les ont envoyés. Moi, j'ai ajouté mes trucs électroniques et tout.
Et c'est un kiff. C'est un kiff de pouvoir mélanger les deux et amener le son encore plus loin. Comme je sais pas, Oracles ou Apache ont pu faire, ils ont samplé enfin, ils ont fait bosser carrément leurs mélodies, ils les écrivaient et ils faisaient faire par un orchestre, orchestre de Prague, je crois, pour Apache. Pour Oracle, je sais plus, mais du coup, c'est trop cool. Ils ont amené le truc dans le côté symphonique et le côté classique, tout en le tournant dans leur style, et c'est incroyable. On a parlé de Mentor tout à l'heure, on a parlé de DJ Snake, que tu as connu pendant son envolée. Ouais. Maintenant, tu es un petit peu dans le rôle de celui qui peut transmettre aussi. C'est qui pour toi les futurs talents là? Oh bah, on l'a ici, hein. Max Mash, on bosse beaucoup de trucs ensemble. Il est dans la pièce, c'est bon ça. Il est dans la pièce et on va faire. Enfin, on a toujours bossé ensemble. On a des collabs, on a des projets ensemble aussi. Et puis évidemment, il va signer des trucs sur le nouveau label. On continue de bosser souvent ensemble. Sur les soirées du label, il sera souvent là. Et puis et après, il y en a plein de gars, même d'ailleurs. D'autres pays, tu vois, j'ai pas mal d'Espagnols, je suis en contact avec pas mal d'Espagnols, des Jamie Coins, des Ferber. Alors je peux pas dire que je suis leur mentor parce que les mecs c'est des putains de producteurs qui sont là depuis longtemps aussi, mais j'aime bien pouvoir pousser ces mecs là avec le label. Le but c'est de pouvoir pousser tu le sens maintenant ça, des producteurs, et en fait ces gars là en France pour le coup ils sont pas connus et on veut les pousser en France et leur donner un peu une voix ici, tu vois. Ouais, tu montes un deuxième label sur Toolroom qui est une super référence. Tu parcours le monde, 16 avions en une semaine, c'est hallucinant. T'as l'impression de faire partie d'une nouvelle scène un petit peu avec du recul, tu vois. C'est-à-dire... on a parlé des jeunes qui te suivent ou des potes que tu pousses. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une nouvelle scène, toi, avec un peu de recul? J'arrive à avoir un peu plus de poids sur pas mal de trucs et de pouvoir pousser des gens. Je vois que je peux mettre la lumière sur certaines personnes, parfois en travaillant avec ou quoi. Mais après, il y a encore beaucoup de chemin et il y a beaucoup de gens bien au-dessus et qui m'aident aussi. Mais on a tous des mentors c'est la petite transmission. Et des élèves. Voilà, toujours. Ouais, c'est cool. J'adore l'idée de transmission dans ces podcasts, dans cette émission. Si un jeune de 19 ans te dit comment je peux percer, quel est le bon conseil? Si tu as un bon conseil pour les jeunes, en prod ou sur scène. Le meilleur conseil, c'est de ne pas essayer de percer, je pense. C'est juste de s'amuser et faire ce qui lui plaît. Et c'est comme ça qu'on perce, je pense. Si tu pars dans l'idée de devoir percer ou j'en sais rien, pour moi, c'est déjà mort dans l'œuf. Alors, je vais te la faire autrement. Comment percer sans copier? Mais non, mais même en fait c'est juste se faire plaisir en fait, être soi-même. Être soi-même, faire son propre son. En fait le but c'est vraiment de s'amuser et du moment que tu t'amuses, je pense que c'est là que les gens comprennent ton projet et adhèrent au truc. Faut vraiment se faire plaisir en fait et bosser H24 pour le coup. Si j'ai un conseil, c'est vraiment bosser. Et deux visions différentes. Il y a plein de gens qui produisent et il y a plein de gens qui sont bons en tant que DJ. Toi, t'es un savant mélange des deux. Et du début à maintenant, tu bosses la scène et le studio. Quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui veut se produire sur scène et quelqu'un qui fait de la prod en studio? Pour la prod en studio, déjà, c'est charbonner au studio H24. De toute façon, il n'y a que en faisant qu'on apprend. Et même si maintenant, il y a plein d'outils, il y a beaucoup plus d'outils que quand j'ai commencé à l'époque, où on était sur les forums en train d'échanger des conseils. Il n'y avait pas des gros tutoriaux sur YouTube et tout. Mais maintenant qu'il y a plein de ressources, c'est trop cool. Plein de samples et tout. Mais vraiment, y passer du temps et être patient aussi, ne pas vouloir griller les étapes. Et après, en même temps, pouvoir apprendre à mixer en même temps et se faire sa main en étant peut-être résident d'un club et puis apprendre à lire une piste et apprendre à gérer tout ça. Et je pense qu'en fait, ça prend tellement de temps, ça prend énormément de temps. Il faut surtout être patient, en fait. Je pense que le meilleur conseil, c'est d'être patient parce qu'il y a... Même moi, j'ai essayé de griller les étapes plein de fois, plein de potes à moi qui veulent aller super vite aussi. Et je pense que vraiment, prendre son temps, c'est le plus important. Même si on a évidemment envie d'avancer vite et que ça pète vite, il faut vraiment prendre son temps et être patient. C'est quoi les projets de 2026? Parce qu'on y est bientôt. À l'heure où on enregistre, on n'est pas en 2026. Non, pas encore. Il y en a plein. Le label, le développer encore plus. Là, on a déjà pas mal de releases qui arrivent. On a déjà prévu jusqu'à au moins avril
avril-mai. Il y a un album dans les tuyaux. Non, c'est pas du tout le but là en ce moment. Je sors des singles très souvent, en général un par mois. Et ouais, ça va être de continuer à signer sur des labels de ouf. Genre là, récemment, j'ai signé une collab avec Ugel et Midose sur Defected. J'aimerais refaire une sortie chez eux. Continuer de sortir des trucs chez Toolroom. J'ai pas mal déjà de trucs prévus. J'ai une sortie chez eux en janvier qui est prévue. J'ai d'ailleurs un remix pour Fédé Legrand aussi d'un classique à lui qui sort en décembre là. Lequel? Le Back and Forth. Back. Ouais. Et c'était gros classique et j'ai fait un rework. En fait, j'ai refait des drums à ma sauce un peu maintenant. Tu l'as fait écouter. Et ouais, du coup, là, ça sort en décembre. Donc, très content de faire un rework de ce classique. Et après, ouais, j'ai plein de sorties sur des labels cool de prévus. Donc, le but, ça va être de continuer après pour le reste de l'année. Et puis, avoir des belles dates, des belles tournées. En espérant que le routing soit un peu plus simple que ces dernières semaines. Organisé. Voilà, pour être moins sur les rotules et pouvoir bosser plus aussi en studio. Parce que là, cet été, j'ai pas eu beaucoup de temps en studio. Donc pouvoir passer plus de temps en studio sur l'hiver aussi. Comment tu fais pour t'organiser? Parce que tes dates te prennent énormément de temps. T'as ta vie perso, t'as beaucoup de studios. Ouais. Bah, c'est compliqué de jongler avec tout. Et puis là, tu vois, par exemple, j'ai une oreille bouchée à cause des avions et tout. Donc là, je vais pas pouvoir bosser tout de suite au studio. C'est un peu plus dur de trouver du temps, mais j'essaye d'organiser le truc. Il y a des semaines où je sais où je suis full au studio et je charbonne. Donc là, l'année prochaine, pareil, je vais faire des petites périodes où je vais pouvoir être un peu plus en studio, je pense, et puis d'autres périodes où ça tournera un peu plus. Mais du coup, ça va être une belle année. 2026 s'annonce très très bien. Il y a déjà pas mal de dates de bookées qui sont bookés bien en avance, là même en juin et septembre prochain et tout, il y a déjà des trucs. Donc ouais, en espérant que ça continue comme ça. Si on se projette dans 10 ans, t'aimerais produire, t'aimerais jouer, t'aimerais diriger un label, lancer des talents, t'aimerais faire quoi? Franchement, rester comme ça, si j'arrive à maintenir ça, tout faire. Maintenir comme c'est actuellement, j'aimerais bien. Ce serait un beau challenge déjà, parce que là, ça a bien monté depuis quelques années et je me sens vraiment bien dans tout ce qui se passe. Je suis très content. J'ai accompli plein de choses que je voulais accomplir. Il y a encore énormément de marge si je veux aller encore plus haut. Mais si je peux déjà rester comme ça, je serais déjà heureux. Et après, évidemment, si ça monte encore, tant mieux. On lance ce média, La Boule à Facettes. Déjà, merci d'être venu. Merci d'avoir pris du temps. Merci encore de me recevoir. J'espère que tu seras un de nos spectateurs. T'aimerais voir qui dans ce siège, toi? Eh ben, on en a parlé tout à l'heure. Un Ludovic Rambaud, par exemple. Et puis en France, on a tellement d'acteurs principaux de la scène électronique et tout. Là, franchement, je sais pas. Mais un Laurent Garnier, par exemple. J'adore ses interviews, je les bouffe. Je trouve ça trop intéressant. Même son film et tout, c'était ultra intéressant. Laurent Garnier, je pense que ça peut être vraiment un super invité. Et si tu avais une question pour Ludovic Rambaud ou Laurent Garnier, ce serait quoi? Alors là, tu me prends au dépourvu. J'ai rien qui me vient en tête. Que je poserais, du coup. Voilà, franchement, j'ai rien qui me vient en tête. Je t'en enverrai une plus tard si ça t'embête pas. Ok, on la fera en vidéo alors. Ouais, on fera ça. Pour terminer un petit peu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour. Bon, t'as parlé de tous tes projets, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, personnellement, pour la suite là? Que ça continue. et que ça continue de monter et que. Ouais, que ça s'arrête pas en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi, merci de m'avoir reçu, c'était incroyable. Et puis, on se connaît depuis tellement longtemps, ça fait plaisir de se retrouver. C'est un souhait de ne pas parler de nos expériences communes. On a parlé un peu du César, mais on se connaissait pas quand on était gamin vraiment quand on avait le César. Mais voilà, c'est pour pas trop tourner dans des choses très private joke. Ah, ok. Donc, c'était parfait. Super, génial. Merci, Tony. Merci beaucoup.